Monsieur Lovejoy, qui est le conférencier de ce soir, il est professeur de physique à l'Université McGill. Il a un PhD en physique de l'Université McGill. Il a fait sa maîtrise en physique théorique au Trinity College de Cambridge au Royaume-Uni. Il est spécialiste des géosciences. Il a contribué à la croissance explosive de la géophysique non linéaire. Ça comprenait aussi la modélisation et les analyses empiriques et la caractérisation des géosystèmes sur de larges gammes d'échelles. Il est récipiendaire de la médaille Richardson de l'Union européenne de géophysique et il est aussi l'auteur du livre Weather, Macro-Weather and Climate, Our Random Yet Predictable Atmosphere. Alors, j'invite M. Lovejoy à commencer sa conférence. Alors, Bon, bonsoir. Et donc, j'aimerais remercier Michel pour l'aimable invitation pour parler ce soir. Et j'avoue que ça m'a pris un peu de temps pour décider de la bonne orientation de l'exposé de ce soir. C'est parce que, bon, je viens de sortir un livre vulgarisé sur différentes recherches que j'ai fait depuis maintenant 40 ans. Mais il fallait tailler là-dedans et trouver un compromis abordable dans le temps qui est alloué. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est de partager avec vous des résultats assez récents de recherche climat, y compris à la fin, il y aurait quelques graphiques qui viennent tout juste d'être soumis à publication sur des prévisions du climat jusqu'à l'année 2100. Mais avant d'y arriver, je vais faire un petit détour en passant par des vieilles questions de philosophie de science, en particulier la question du chaos et le problème d'échelle. Afin d'éviter ce qu'on commence à appeler le phénomène de fatigue Zoom, j'aimerais faire une pause après à peu près 25 minutes pour vous permettre de poser déjà des questions. Bon, c'est un peu d'alléger la présentation, puis bon, il y aurait des opportunités plus tard. Donc voilà, je vais donc démarrer. OK. Donc là, je vais commencer par un quiz. Et donc, pour faire le quiz, il y a... oups, OK. Donc là, la réponse du quiz. J'ai essayé de... Bon, ça c'est une erreur d'aiguillage, évidemment. Oui, ben, c'est que là, j'ai essayé de... Voilà, il y a des choses en haut qui me permettent maintenant de partager. Bon, il y aurait deux autres quiz qui vont venir. Alors bon, avec ça, il y aurait la possibilité de lever une main. Mais bon, le but de celui-ci, c'était de vous donner une idée tout de suite d'un problème absolument fondamental en fait en géosciences en général, mais sciences de l'atmosphère en particulier. C'est le problème d'échelle. Et là, bon, il y avait deux photos de nuages et effectivement, sans point de repère, sans avion, être humain, bâtiment ou quelque chose de taille aisément reconnaissable, c'est très difficile de dire lequel des deux photos ici est le plus grand finalement. Donc la résolution la plus grande ou inversement. Et donc, vous pouvez constater qu'effectivement, il y a une différence de facteur de 1000. Vous pouvez... bon, il y a des différences, mais elles sont effectivement très subtiles. Donc, ça, c'est la première
instance où on va aborder cette question d'échelle. Donc, très grande gamme d'échelles. Donc, OK, voilà. Donc là, peut-être, sauf que là, il faut que je... Ah, voilà, je peux faire ce sondage plus correctement. Bon, voilà, donc, à l'aide du hasard et des idées assez précises sur comment les différentes échelles s'imbriquent les unes dans les autres dans l'atmosphère, on peut faire des simulations de nuages qui sont des faux à partir de chiffres aléatoires. Et donc ici, j'ai deux images. Donc, un des images, c'est un vrai nuage et l'autre, c'est un faux. Et là, on va voir si ça fonctionne, ce système. Est-ce que... OK, je peux laisser entrer des personnes, voilà. Et donc, là, si vous allez vers le côté chat, normalement, en bas, vous pouvez lever votre main. Donc c'est... Attends, c'est dans le... OK, excusez-moi, là. Je suis dans le participant et je ne vois plus. Donc, il y a moi. OK, bon, ben là, je ne retrouve plus, désolé. Je ne retrouve plus le chat qui permet de faire ça. Donc, bon, OK. Donc, on va sauter cette expérience didactique. OK. Donc, l'idée, c'était de vous faire réfléchir effectivement quel nuage était un faux. Et bon, voilà la réponse. C'est celui du bas. Et donc, bon, c'est effectivement possible de faire des faux en connaissant bien les règles de l'aléatoire. Bon, ces exemples se situent face à des simulations qui créent des structures ayant des échelles entre en fait de 0,1 mm environ jusqu'à 20 000 km la taille de la planète. Sur cette même transparent ici, vous pouvez voir donc, c'est des vraies données. À gauche, en fait, c'était une expérience qu'on a fait sur le toit de McGill, en stéréophotographie des centaines de milliers, en fait, de gouttelettes de pluie, mais bon, on voyait des gouttelettes jusqu'à 0,2 mm de diamètre. Et bon, on voit qu'il y a comme des amas de particules ici. Bon, ben, les lignes droites, c'est juste parce que c'est les limites de la zone éclairée. C'était une expérience la nuit. Là, ici, on voit des photos juste prises directement en haut. On voit à peu près 10 km gauche-droite. Et puis ici, un photosatellite. Et donc, la plus petite objet ici qu'on peut voir, c'est 4 km à peu près. Alors qu'ici, le plus grand, c'est 10 km et le plus petit, c'est à peu près 1 mètre. Et ici, il y a 2 mètres. Donc, dans ces trois photos, vous voyez déjà plus qu'un facteur de milliards d'échelles. Donc, une gamme d'échelles absolument colossale, dont je reviendrai tout à l'heure. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le problème fractal. Le problème fractal, en fait, c'est un problème conceptuel. Comment est-ce qu'on conçoit un nuage? Et ça se voit, si on regarde des peintres, des peintures historiques, on voit que à l'époque du XIIIe siècle de Giotto, par exemple, à gauche, on peut aisément dessiner parfaitement un ange, comme on les voit tous les jours, mais là, le fond, l'ange est bien sûr en train de voler dans les nuages, mais les nuages sont franchement pas très jolis.
Et en fait, c'était même au point que je pensais que c'était un problème du fresque, qu'il y avait juste la peinture qui manquait à certains endroits. Mais c'est vraiment un problème de qu'est-ce que c'est un nuage et comment on le représente, même juste de façon visuelle. Un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, mais déjà le début de la Renaissance, on voit Botticelli qui a fait un effort quand même plus, un meilleur effort. Il a commencé à faire des bosses sur des bosses. Bon, donc c'est déjà pas si mal, mais il fallait attendre un tout petit peu plus que Leonardo a mieux compris. Donc, il a compris qu'en fait, il y a tellement de gammes d'échelles qu'on ne peut pas fidèlement les représenter. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est de les évoquer. Et voilà, il a évoqué un nuage ici. C'était presque de l'abstraction. Donc, le problème de fractalité, très grande gamme d'échelles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est une solution. Mais il y avait l'autre solution qui a évolué à partir de, je mets ça sur le dos de pauvre Van Leeuwenhoek ici. Bon, c'est probablement quelque chose qui va plus loin. Bon, il y a un terme qui défie toute traduction en français, à ce que j'ai pu trouver en tout cas, malgré que c'était un terme qui était créé par un Français, Benoît Mandelbrot. Ça s'appelle scale bound, et scale bound, c'est comme le contraire d'une conception sur une grande gamme d'échelles. C'est quand on conçoit un objet comme étant une hiérarchie, mais qualitativement très différent à chaque étape de l'hiérarchie. Et Van Leeuwenhoek, quand il a utilisé un des premiers microscopes qu'on voit dans cette peinture, et il a ausculté une goutte qui venait de son étang dans son jardin, il a découvert effectivement les micro-organismes et on lui a prêté cette phrase qu'il a découvert un monde nouveau dans une goutte d'eau. Donc, il est connu pour ça. Et donc, depuis, on a cette idée que chaque fois qu'on va changer d'échelle, et conventionnellement, c'est par facteur de 10, on va changer complètement la nature de l'objet qu'on traite. Donc ici, par exemple, à gauche, il y a une pomme avec juste au fond une petite coccinelle en train de butiner sur vraisemblablement des graines. Puis là, on peut faire des zooms et des zooms, chaque fois de plus en plus fins. Et éventuellement, on atteint des atomes. On pouvait continuer parce que les atomes eux-mêmes, ils ont des structures, etc. Mais c'est vraiment l'idée que chaque fois qu'on change par facteur de 10, il y a quelque chose de vraiment différent et nouveau. Mais, et bien sûr, ça peut être le cas et c'est souvent le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et Mandelbrot était le premier à vraiment souligner ça avec ce que j'appelle un point de vue fractal. Voici, on voit Mandelbrot qui est en train de regarder à travers un microscope à l'ensemble de points qui portent son nom, l'ensemble de Mandelbrot, qui est effectivement bien sûr un fractal. Et là, il voit donc cet objet-là, c'est l'ensemble de Mandelbrot, cet objet en noir ici. Et là, on voit ce petit carré-là qui représente une zone où on fait un zoom, qui est représenté par tout ça. On fait encore un zoom ici, et là, en mettant un peu de couleur, on voit ici, il y a une petite version plus ou moins réduite de ce qu'on avait au début. Et donc, il y a l'idée qu'en faisant un zoom, on n'obtient pas nécessairement quelque chose de différent. Et là, c'est peut-être le plus marqué, le plus évident dans le premier ensemble fractal qui a été découvert par Gregor Cantor en 1871, l'ensemble parfait, ça c'était le nom
qu'il a donné à cet ensemble. Et il faut imaginer que donc on traite l'ensemble de points dans un intervalle mathématique entre 0 et 1, donc c'est infiniment mince, avec une longueur 1. Et ce qu'on fait pour produire l'ensemble parfait de compteurs, c'est qu'on enlève la moitié chaque fois. Donc, on divise en 3, le tiers du milieu, on l'enlève. Et on répète, et on répète, et on répète jusqu'à l'infini. Et le résultat, c'est l'ensemble parfait de compteurs. Et on peut voir que cet ensemble a la propriété qu'une partie, mettons la partie gauche, donc la moitié de l'ensemble gauche, si on le grossit par facteur de 3, on retrouve l'ensemble du début. Donc, c'est une propriété de autosimilarité, ou mathématiquement, on peut appeler ça homothétie interne. Et bon, et à l'occurrence, il y a une dimension fractale qui caractérise donc le fait que c'est un ensemble de points entre dimension 0, dimension d'un point isolé, et dimension d'une ligne, donc 1. Donc dans ce cas-là, la dimension est 0.063. Bon, ça continue. Donc, dans cet ensemble-là, on zoome et on zoome, on retrouve toujours la même chose. Voici, quand on traduit ça en modèle de nuage, donc là maintenant, il y a déjà une transition parce que c'est un modèle aléatoire et c'est aussi multifractal et pas juste l'ensemble de points, c'est un champ avec des valeurs de concentration d'eau, effectivement. Et vous pouvez voir que quand on fait un zoom, on zoome, on zoome, on zoome, on obtient des choses qui sont en moyenne la même chose tout le temps. Donc, rien de neuf sous le soleil avec ce modèle-là. Donc ça, c'est déjà une illustration. Oups. Donc là, à l'occurrence, c'est pas un modèle parfait de l'atmosphère, juste pour donner une idée que bon, ces petites étapes d'ensemble de fractales, multifractales, fractal qui est stratifié comme celui-ci, tout ça, ça a pris en fait 10 ans de travail de plusieurs personnes. Donc, c'est des résultats quand même pas triviaux. Mais là, on peut comprendre mieux, donc par exemple, si on regarde une section verticale de l'atmosphère, imaginons que donc ça c'est le vertical et ça c'est l'horizontal. En haut, il y a, je représente les structures moyennes. Et on commence avec, donc, on est quand même très loin, donc on voit qu'il y a des strates, et on fait un zoom. Et là, on voit que quand on fait un zoom, les structures deviennent tranquillement, on vient d'échelles de plus en plus petites, et les structures deviennent de plus en plus allongées dans le vertical plutôt, et non pas dans l'horizontal. Donc, si on fait un zoom sur cette nuage, en fait, multifractal ici, on voit qu'il y avait des strates au début, mais en zoomant, on voit les structures de plus en plus alignées dans le vertical. Donc, l'idée de qu'est-ce que... Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la règle, chaque fois, de passer d'une échelle à une autre est le même. Donc, il y a une propriété de ce qu'on appelle invariance d'échelle. Donc, on peut avoir des structures qui sont effectivement en apparence différentes. Celui-ci, il peut être allongé vers le vertical alors qu'au début, c'est bien horizontal. Mais malgré ça, en fait, il n'y a pas de différence qualitative entre les deux. Donc, il y a ce phénomène d'invariance d'échelle. Et ça, c'est la base des modèles dont je vais parler pour le restant de cette présentation. Hop. OK. Là, pour comprendre le reste de la présentation, il faut comprendre maintenant les fractales dans le temps. Pour ça, on peut regarder, donc ça, c'est des données allant de 500 millions d'années. C'est l'échelle la plus grande qui nous permet d'avoir ça s'appelle des paléotempératures. Évidemment, les dinosaures et les premiers organismes n'avaient pas des thermomètres, mais on peut déduire on peut déduire la température
par des paléo-indicateurs. Ce n'est pas parfait, mais ça donne une idée de qu'est-ce que la température a fait depuis cette période de temps. Et on voit qu'il y a des variations effectivement à toutes les échelles observées. Voici une autre série, là, ça vient des créatures, des organismes benthiques au fond de mer. On regarde encore des carottes au fond de l'océan, on regarde des rapports d'isotopes dans le carbonate de calcium qui était dans la carapace de l'organisme. Enfin, bon, donc il y a toute une cuisine, mais ça nous permet d'avoir une idée. Et là, on voit chaque fois qu'on change d'échelle, chaque fois qu'on voit de plus en plus finement comment la température varie, on voit que ça change, ça change, ça change. Donc là, ici, 2,5 millions d'années, c'est les dernières 2,5 millions d'années, c'est la période, ils appellent ça quaternaire, et c'est la période dans laquelle il y avait des époques de glace. Donc là, plus récemment, ça c'est dans la dernière époque de glace. Chaque point ici, ça représente 400 ans encore, c'est un peu comme ça. Là, je passe à, bon, c'est une période de 15 ans, donc chaque point, c'est tous les 4 mois. Et ici, on passe ce que j'appelle la météo. Là, ici, c'est tous les heures, et ici, c'est tous les 0,15 secondes, en fait. Et donc là, je vais vous attirer votre attention peut-être au-delà du fait que là, à chaque fois qu'on change d'échelle, on voit des choses compliquées, des structures à l'intérieur des structures, mais il y a quand même des changements. Et les changements les plus évidents, c'est que ici, par exemple, ou ici en bas, il y a des fluctuations croissantes, croissantes, croissantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ici, si on attend de plus en plus de temps, la température change de plus en plus. Alors que ici, par exemple, on attend plus longtemps et on a tendance à avoir des fluctuations. Si on a une fluctuation, mettons, vers le bas, plus basse température, là, c'est compensé peu de temps après par une fluctuation dans le sens inverse. Donc, c'est des comportements qualitativement différents, même si chaque fois, il y a cette notion de fractalité, des structures à l'intérieur des structures. Mais c'est des fractales différents. Et en fait, ça nous donne une façon de comprendre les différentes époques de l'atmosphère, enfin, dans la vie de l'atmosphère depuis son début. Je peux contraster ça rapidement par le point de vue qui est encore dominant, qui est effectivement le point de vue de Van Leeuwenhoek, scale down. Donc, chaque fois qu'on on change de facteur de 10, on a des phénomènes différents. Alors ici, bon, ben, c'est, voilà, bon, il y a le cycle diurne, le cycle annuel, il y a la météorologie qu'on met ici, là c'est le El Niño, les cycles de glace, pardon, les cycles de glace ici, variation enfin bon, il y a une gamme d'échelles énorme, mais le message de ça, c'est que chaque fois qu'on change d'échelle, il y a certains phénomènes qui sont intéressants, qui se produisent à des échelles très précises. Et par exemple, entre ici, quand on est enfant, il y a des zones de facteur de 10 ou plus, où il n'y a absolument rien d'intéressant selon ce point de vue. Alors, quand on voit les données, on voit qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Toujours des variabilités, je viens de vous le montrer, je reviendrai là-dessus en quelques instants. Donc, en fait, la fractalité, si on veut, nous permet de répondre enfin à la question qu'est-ce que c'est la météorologie, qu'est-ce que c'est le climat. Et en fait, pour bien comprendre cela, il faut rajouter quelque chose qui s'appelle la macrométéo, qui est entre les deux. Et donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, voici une présentation relativement simple, je crois, à comprendre. C'est une analyse des mêmes données que je vous avais montrées tout à l'heure, qui vont effectivement de 500 millions d'années jusqu'à 0,015 secondes. Sauf que là, maintenant, ce que je vous présente, c'est des fluctuations typiques et comment ils fluctuent dans le temps. Donc là, entre la donnée de 0,015 secondes jusqu'à peu près 10 jours, on voit que les fluctuations, là c'est la fluctuation typique ici, ils croient
de 0,1 seconde, plus ou moins 0,1 seconde, à plus ou moins 10 degrés, à une période de temps de 10 jours. Et puis là, pour des périodes de plus que 10 jours, là, on a les fluctuations qui s'annulent. Donc, en moyennant de plus en plus, ça devient de plus en plus faible, jusqu'à 10, 20, 30 ans dans la période industrielle. Et ici, pour des périodes de 1000 ans jusqu'à 100 000 ans, ça augmente, ça redescend jusqu'à 1 million d'années et finalement, ça augmente. Et là, pour voir ça un peu mieux, donc on peut mettre, bon, ça c'est des droites pour vous aider à imaginer ces régimes, mais une droite sur ce graphique-là, ça montre un régime qui n'a pas d'échelle caractéristique, hein, qui est donc en fait fractal. Donc on voit qu'il y a plus ou moins 5 régions fractales et bon, les transitions, c'est des points importants, en fait. Là, par exemple, la transition entre météo et macrométéo, c'est environ 10 jours et c'est associé à la durée de vie des structures planétaires. Donc là, quand on a des structures dans l'atmosphère, des orages, des organisations, des systèmes d'orage, etc., donc, ils ont tous des durées de vie de plus en plus longues. Plus que c'est grand, plus que ça vit plus longtemps. Mais quand on atteint la taille de la planète, il n'y a rien de plus grand. Et donc, quand on regarde, et ça correspond à 10 jours, et quand on regarde donc les durées de temps plus longues, on est en train de regarder plusieurs durées de vie des structures planétaires, et donc tout change, et là, on est dans la zone où on penserait que c'est le climat. C'est-à-dire, donc, on moyenne de plus en plus la météo, et on converge, donc on a une idée de plus en plus précise de quelle est la température et tout ça, mais après 20-30 ans, finalement, ça change. Le point de... Donc, il semble qu'on prend la température moyenne de plus en plus longue et on converge vers un climat, sauf que ce qu'on croit être le climat, finalement, il commence à bouger. Et en fait, c'est mieux d'identifier ce point ce phénomène de point qui bouge comme, avec le climat. Et à ce moment-là, dans la période industrielle, donc bon, ça c'est astronomique, ça c'est le point de changement des âges de glace, mais dans la période actuelle, donc depuis 1900 environ, les fluctuations commencent à remonter à cause de la réchauffement anthropique. Mais dans la période pré-industrielle, et ça c'est des données donc de 1800 et plus tôt dans les carottes de glace ici, on voit qu'en fait le point de bascule est d'être 500 ans et pas de 20-30 ans. Donc ça, c'est une des différences grâce au changement anthropique. Bonsoir tout le monde. Ma question, c'est juste pour m'assurer que je comprends bien quand vous nous avez présenté le graphique variation de température en fonction de la variation du temps. Donc, plus la courbe était haute, ça voulait dire que plus pour une échelle de temps, il y avait de grandes variations de température à l'intérieur, mettons, d'une journée, il y avait beaucoup de variations de température. Là, j'extrapole, on pourrait penser, mettons, au jour et la nuit, je présume. Et quand la courbe descendait... Pardon. C'est mieux? Oui. Oui, j'ai enlevé le cycle diurne, donc il n'y avait pas le jour et nuit dans ce signal. C'était volontairement pour voir ce qu'on appelle le signal de fond, la variabilité naturelle finalement. Et j'ai enlevé pour les autres, j'ai enlevé le cycle annuel aussi pour qu'on voit juste le signal naturel. Enfin, j'ai enlevé cette signal périodique là. Oui, entre l'été et l'hiver, les saisons. Oui, c'est ça. Okay. Et quand la courbe était près du zéro, mettons, là, je ne me souviens plus des périodes de temps, mais mettons, sur une échelle de 100 ans, si la courbe est près de zéro, si je comprends bien, ça veut dire que si on considère des périodes de temps de 100 ans et qu'on les compare les unes avec les autres d'un siècle à l'autre, on aurait, avec mon exemple, en gros, la même température si le delta T était de zéro pour ces périodes-là. Zéro, c'est en fait,
c'était 1 degré, le logarithme de 1 étant 0. Donc, mais je crois que c'était indiqué. Je peux. Je n'ai pas retenu les données exactes. Donc, je vais partager. OK, je ne peux pas partager l'écran pour l'instant. Bon, mais c'est-à-dire que dans le passé, il fallait attendre quelques millénaires pour que, de l'ordre de milliers d'années, pour qu'il y ait un changement de 100 ans, alors que actuellement, là, c'est un siècle. Là. Bon, je vais revenir à ça, là, cette question. Et ça, c'est l'effet anthropique, là. Et donc, avant, il fallait attendre 1000 ans pour que, mettons, la valeur moyenne de la température commence à varier d'une manière significative. C'est plus ou moins 1 degré. OK. C'était quantifié, en fait. Alors que maintenant, c'est sur des échelles de temps de 100 ans que la valeur moyenne de la température varie de 1 degré. Oui. Merci. Donc, j'ai déjà abordé un peu cette question, comment comprendre cette variabilité sur ces très grandes gammes d'échelles dans l'espace, dans le temps. J'ai donné une partie de réponse. Les fractales, ça nous aide à gérer les grandes gammes d'échelles, mais il y a aussi la question chaos. Et donc, là, c'était mon dernier sondage. Donc, il y a du chaos stochastique et chaos déterministe. Et donc, les idées de déterminisme et de stochasticité sont enfin très vieux. Bon, enfin, j'avais envie de vous parler pas mal de ça, mais en fait, ça prend beaucoup trop de temps. Mais juste pour vous donner une petite idée, donc il y a pas mal plus de détails dans mon livre, mais là, ici, ce qu'on voit, c'est, je vais prendre ça pour la réalité, c'est des mesures 2000 fois par seconde d'un des composants du vent prises sur le toit du bâtiment physique à McGill. Donc, il y a 2000 points dans une seconde ici, et vous voyez que c'est extrêmement variable. Ce n'est pas la température, mais ce n'est pas très différent comme variabilité à cette échelle-là. Et donc, le problème pour les scientifiques, c'est de savoir quelle est la meilleure façon de modéliser une série comme ça. Et donc, il y a une possibilité de faire ça de façon déterministe ou stochastique, c'est-à-dire aléatoire, c'est-à-dire avec le hasard. Donc, déterministe, dans ce cas-là, ça veut dire, bon, on a une règle qui dit, OK, on monte, on descend selon une certaine règle complètement prédéterminée. Ou le modèle stochastique, c'est on fait pile ou face, bon, bien entendu, à l'aide de l'ordinateur, et en fonction du pile ou face, on va changer le développement dans le temps de ce signal. Et donc, le sondage, alors, bon, mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Alors, bon, est-ce qu'on fait une... Bon, là... Bon, OK, je crois que le mieux, c'est de ne pas répéter l'expérience précédemment pour lever les mains, mais donc il y a un qui est aléatoire et l'autre qui est déterministe, et à l'occurrence, voilà, c'est ça la réponse. Il y a déterministe à droite et stochastique à gauche. Donc, et ils ont tous les deux, ils suivent tous les deux des paramètres statistiques qui sont semblables aux données. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, on est dans une situation qui, en fait, est assez standard en physique. C'est qu'il y a des théories à différents niveaux et il y a différentes façons de comprendre ou de modéliser un même phénomène. Peut-être, pour ceux qui ont fait un peu de physique, ils vont se rappeler que la thermodynamique, par exemple, est une très bonne théorie, même si elle ne reconnaît pas l'existence des molécules et des particules. Elle est basée sur l'idée que la matière est continue
continuum, mais pour beaucoup de fins, elle est extrêmement précise. Mais les mêmes phénomènes peuvent être comprises avec un modèle aléatoire, c'est-à-dire la mécanique statistique. Et donc, il y a le même phénomène qui se passe en météorologie et en climat. Il y a des modèles déterministes qui sont des modèles classiques, en fait, mais on peut effectivement utiliser le hasard et, à l'occurrence, en fait, de mieux faire pour au moins des prévisions de un mois et plus, macro-météo, et aussi pour le climat. Et c'est ça que je vais en parler dans le restant de la présentation. Donc, juste avant de me lancer directement là-dedans, juste un mot par rapport à la révolution non linéaire, parce que le travail que j'ai déjà présenté et ceux qui viendront sont beaucoup issus de ça, c'est qu'on connaît, bon, vous connaissez probablement qu'est-ce que c'est l'effet papillon. Et ça, c'est une façon populaire d'exprimer ce phénomène de sensibilité aux conditions initiaux, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité que des perturbations microscopiques, et dans l'atmosphère justement par exemple, et pas seulement, que des perturbations microscopiques peuvent être amplifiées et dans l'expression consacrée, le papillon brésilien peut, le battement des ailes du papillon brésilien peut créer un tornade au Texas. Ça, c'était le terme de Lorentz, Edward Lorenz, un météo qui a découvert ce phénomène dans les années 60, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? C'est que ça faisait que ça donnait un mécanisme assez général qui permettait à une règle parfaitement déterministe de produire des signaux, des variabilités qui avaient une allure parfaitement aléatoire. Et donc, il y a comme une résurrection du déterminisme newtonien, l'idée que tout est en fait même prédéterminé à la limite. Ça, c'est un point de vue extrême dans le déterminisme. Mais la révolution non linéaire a également donné naissance ou donné un nouveau cadre d'application à ce qu'on peut appeler le chaos stochastique. Et surtout grâce à l'aide des symétries d'échelle, les fractales, ce dont je viens de vous montrer. Et avec ça, il y a la notion du hasard objectif. Et le hasard objectif, on sait que ça existe depuis que le mathématicien Kolmogorov, dans les années 30, a axiomatisé la théorie de probabilité pour démontrer que le hasard et la probabilité a nullement besoin de subjectivité d'être humain, c'est-à-dire on peut créer des théories parfaitement objectives qui sont néanmoins aléatoires. Donc, bon, c'est une longue discussion très intéressante et je vous donne juste un petit goût avec ça, mais une des conséquences qui va être pertinent en quelques instants, c'est le fait qu'au lieu d'un seul papillon, si on a un nuage de papillons en réalité, c'est-à-dire des petites perturbations distribuées dans l'espace, ça peut donner lieu, un mécanisme assez général grâce au fractal, multifractal en fait, de donner lieu à des phénomènes qu'on appelle signes noirs. Bon, le signe noir, c'est une histoire vraiment intéressante, mais juste très rapidement, depuis même les Grecs antiques, un signe blanc, c'était considéré comme la seule et unique possibilité, et signe noir, c'était une métaphore déjà dans l'Antiquité de quelque chose qui était impossible. Parce que tout le monde savait que tous les signes étaient blancs. Donc, le signe noir, c'était un non-sens finalement.
Or, en 1608, les Néerlandais ont découvert l'Australie et ils ont découvert toute une espèce de cygne noir. Donc, ça existe réellement des cygnes noirs. Et donc, depuis, c'est devenu un peu son contraire. C'est devenu l'idée qu'un cygne noir, c'est un événement qui, en fait, de plus en plus, c'est l'idée que c'est quelque chose qui est tellement rare que ça ne peut pas, on ne peut pas l'observer. Donc, mais on l'observe quand même. Donc, et ça a une certaine pertinence pour la question du réchauffement global que je vais vous expliquer maintenant. Donc, il y a peut-être plusieurs parmi vous qui s'en souviennent de ce guerre d'habillard, de panneaux publicitaires, c'était novembre 2014. Ça a commencé par ce groupe, les Amis de la Science, un groupe basé à Calgary, qui a placardé, pas seulement à Montréal, mais à 16 villes à travers le Canada, que bon, c'est publicité, le soleil est le principal facteur du changement climatique, pas vous, pas le CO2. Bon. Donc, et puis bon, donc voilà, en anglais à Toronto, et là, à l'aéroport d'Ottawa, il y avait une variante dans la même campagne, c'est que le réchauffement global s'est arrêté en 16 ans, c'est-à-dire en 1998. C'est la fameuse pause dans le réchauffement dont je reviendrai un peu plus tard. Donc, eux, ils ont payé probablement de façon occulte, enfin, ils ont déjà été pris en flagrant délit, en étant financés par les compagnies pétrolières, mais ils ont tellement enragé l'Association des communicateurs scientifiques que ceux-là ont payé leur propre panneau, enfin, série de panneaux pour contrer ça. Et de façon, juste la petite histoire, la compagnie Patisson a refusé aux associations des communicateurs scientifiques de laisser leurs panneaux publicitaires parce qu'ils soutenaient effectivement que c'était que le réchauffement n'était pas anthropique, etc. Donc, c'était des climato-sceptiques. Donc, pour dire qu'il y avait une guerre là-dessus. Bon, continuer. Donc, tout ça, ça n'a pas démarré, mais ça c'est devenu dans la presse populaire, plus ou moins à partir de ce fameux bâton de hockey, le résultat de recherche de Michael Mann et compagnie à la fin des années 90. Et bon, ça s'appelait le bâton de hockey parce que, comme vous voyez, c'est un peu en forme de hockey. Donc, Mann et compagnie, à l'aide des paléotempératures, ils ont trouvé que la température dans les dernières 1000 ans, depuis l'année 1000, avait plus ou moins cette forme, avec une remontée assez spectaculaire en vert ici, depuis à peu près 1900. Et donc là, ça mettait en relief le fait que c'était un phénomène effectivement inouï. Mais comment est-ce qu'on peut quantifier ça? Donc, un remontée rapide, mais vous voyez, il y avait une descente. Donc là, vous pouvez dire, bon, ben, la température, comme je vous avais montré, ça change. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si ça, oui ou non, si c'est quelque chose de... est-ce que c'est vraiment une preuve de l'ingérence humaine dans le climat? Donc, OK, ben là, c'est une pointillée qui commence depuis 1750, disons le début de l'époque industrielle, entre ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène. Bon, donc là, les sceptiques, alors pour expliquer
cette fluctuation positive importante. Et il faut souligner que ce n'est pas juste que la température à Montréal a monté ou la température à Londres a remonté, mais c'est que la température moyenne de toute la planète a remonté au même temps. Donc c'est-à-dire que toutes les régions ont augmenté en même temps. Donc, ils ont inventé cette hypothèse de fluctuation naturelle géante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on peut mieux comprendre si on regarde des séries de températures. Donc, ça, c'est des températures, des paléotempératures avec des résolutions annuelles. Donc, là, j'ai 125 ans de température, 1500 à 1625. Et j'ai mis là, bon, cette ligne, je les ai fait fluctuer autour de l'axe ici. Donc, vous voyez qu'il y a des fluctuations, mais ça a tendance à revenir au point de départ. Donc, les fluctuations ont tendance, effectivement, à s'annuler. Donc, il y a encore 125 ans, une autre intervalle de 125 ans, pas très différent. Une autre intervalle 125 ans, pas très différent. Mais là, on commence à être proche donc, de la période où vraiment il y a des émissions de CO2, le charbon commence à brûler, puis ensuite le pétrole, et les choses vont changer. Donc là, déjà, on peut voir qu'une fluctuation typique sur une période de 125 ans, c'est à peu près 0,2 degrés. On peut quantifier ça à l'aide de toutes ces données. Mais là, depuis 1880, on a ça. Donc, par rapport aux autres périodes de 125 ans, c'est un peu hors d'échelle. Et donc, cette hypothèse de fluctuation naturelle géante, en gros, c'est la question, est-ce que ce changement qui est plutôt de 1 degré, est-ce que c'est juste un événement rare qui peut subvenir de façon aléatoire, qui arrive tout le temps, en fait, dans l'histoire de la Terre, ou est-ce que c'est quelque chose de tellement rare que, bon, c'est pas très probable que ce soit naturel. Donc, là, déjà, pour les statisticiens parmi vous, vous pouvez deviner que là, bon, donc 0,2 degré, en fait, c'est une écart type. Donc, si 1 degré, c'est la fluctuation qu'on observe depuis 1880, donc ça représente 5 fois ça, ça fait 5 écarts types. Et ceux qui se souviennent de leurs statistiques de base peuvent se rappeler que 5 écarts types, c'est un événement très, très rare. Combien rare? Bon, en fait, ça va être une probabilité de 1 sur 3 millions. Donc, si les probabilités de fluctuation de température sur 125 ans étaient une cloche, comme indiqué ici en rouge, avec cette distribution de 0,2 écart type. Donc là, on serait ici à 1 degré. Quelle est cette probabilité? Et là, vous pouvez voir que la vraie distribution mesurée à partir des données, c'est des pointillés. Et c'est très, très proche et on ne voit rien ici. Donc, pour aider à voir qu'est-ce qui se passe dans cette région-là, je vais refaire, donc ça c'est plus ou moins le réchauffement depuis la période industrielle. Donc, là, si je vois les mêmes données, mais de cette présentation-là en logarithme, on voit que là, la cloche, ça descend très vite et les données beaucoup moins vite. Et effectivement, là, il y a ce qu'on peut considérer comme étant un événement signe noir, parce que les événements extrêmes, effectivement, sont beaucoup plus extrêmes que si c'était en cloche. Mais en fait, donc là, si la probabilité est sous la forme classique de cloche, il y aurait une probabilité de 1 sur 3 millions. Là, c'est beaucoup plus probable, sauf que c'est quand même une chance sur 3000. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que de temps en temps, la température sur 125 ans
ça fluctue beaucoup plus qu'une gaussienne, mais malgré ça, la probabilité que ce qu'on a vécu depuis 1880, la probabilité que c'est une fluctuation naturelle, c'est en dessous de passer 1 sur 3000. Donc, c'est en dessous de 0,1% même. Donc, pour toute fin pratique, on peut rejeter cette probabilité. Donc, une probabilité de 1 sur 3 millions, c'est à peu près la probabilité que vous allez être foudroyé, littéralement foudroyé l'année prochaine, alors que probabilité de 1 sur 3000, c'est la probabilité que vous allez mourir d'un empoisonnement l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus probable, mais bon, pas beaucoup de personnes vont perdre de sommeil à cause de ça. Bon. OK. Comment donc, donc ça c'est, bon, il y a toute une histoire avec ça parce que quand ces résultats ont été publiés, évidemment, je me suis fait l'objet d'attaques vicieuses, presque des menaces de mort. McGill a été menacé par ce groupe, les Amis de Science. Bon, je n'ai pas le temps d'aller dans tous ces détails sordides. Mais bon, mais comment donc est-ce qu'on peut utiliser ces notions de probabilité, ces notions de fractalité et tout ça pour nous aider à mieux faire? Donc, d'abord, donc ça s'appelle les projections climatiques. Quelle est la différence entre une projection et une prévision? Donc, en ce qui concerne l'atmosphère, une prévision, c'est, bon, en fait, c'est en dessous de 10 ans en pratique, mais une prévision, c'est ce qu'on fait quand on considère que le résultat est seulement une conséquence de la nature, de l'atmosphère. Alors qu'une projection, pour une projection, le résultat est au moins partiellement le résultat d'un comportement humain. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans l'année 2100, par exemple, c'est une projection parce que le résultat dépend non seulement des propriétés de l'atmosphère et du climat, mais aussi ça dépend de combien de gaz à effet de serre, notamment, qu'on va rejeter dans l'atmosphère. Donc, il faut donc des scénarios, des suppositions sur l'action humaine. Donc, il ne suffit pas de comprendre juste l'atmosphère toute seule. Donc, déjà, pour vous rappeler que les conséquences du réchauffement sont quand même assez néfastes, voici, en fait, c'est un peu vieux, c'est 2008, cette infographique, mais ça montre que, bon, selon l'augmentation des températures, donc là, nous sommes à peu près là, à peu près à 1 degré de plus, à peu près à 450 parties par millions de CO2 équivalent, de dioxyde de carbone équivalent, donc 412 ou 13 parties par million de CO2, plus des gaz comme le méthane qui donnent un effet comparable. Donc, c'est l'effet total de tout ça. Et donc là, il y a déjà effectivement d'augmentation de mortalité des événements extrêmes. Là, de façon intéressante, on dit des problèmes de santé, notamment maladies. Puis aujourd'hui, on est en train de comprendre que le coronavirus, c'est peut-être pas directement en fonction des changements climatiques, mais au moins des conséquences de destruction de l'environnement qui font partie, en fait, du changement climatique. Il y a moins de forêts, déforestation, plus de contact avec la nature, plus de pandémies et aussi plus de CO2 relâché, moins d'oxygène absorbé, etc. Donc là, on voit que les conséquences augmentent avec le nombre de degrés de réchauffement. Selon un rapport de Hansen et compagnie de 2008, il faudrait que nous sommes plutôt là, à peu près 350 par million. Donc, ça, c'est l'origine du groupe militant 350.org. Et là, donc, on est déjà largement
déjà largement dépassé ça. Si on écoute les économistes, bon, là, c'est Nicolas Stern qui a produit son rapport en 2006. C'était à l'époque l'équivalent de ministre du Trésorerie en Bretagne. Le Wall Street Journal l'a qualifié de terroriste climatique parce qu'il a proposé qu'on limite les émissions à 550 parties par million. Et Stern, il a dit qu'il fallait faire ça, mais il ne fallait pas respecter les limites de science et de santé, mais quand même, la limite était déterminée dans son idée, c'était déterminé par l'économie, mais c'était quand même 550, qui peut effectivement être assez catastrophique, mais moins catastrophique que Nordhaus, le dernier prix Nobel en économie, qui a proposé plutôt qu'en continuant le réchauffement jusqu'à 900 parties par million pour encore mieux respecter l'économie. Donc, j'ai plein d'histoires de Nordhaus que je vais raconter plus tard, si vous voulez, mais c'est effectivement le fait que, comme avec la pandémie, l'économie prime sur le reste, et nous sommes donc rendus là avec les gouvernements qui suivent les recommandations des économistes et non pas des scientifiques. Donc, OK, comment est-ce qu'on peut faire des prévisions macrométéo et éventuellement des projections? Donc, actuellement, nous avons des gros modèles, des GCMs, Global Circulation Model, c'est des gros modèles numériques, c'est des modèles qui bourrent les plus gros ordinateurs sur Terre. Et il y en a plusieurs dizaines, en fait, qui existent. Et là, ce qu'on fait, on fait tourner des modèles différents en différents pays, avec les mêmes conditions de départ, les mêmes suppositions, des mêmes scénarios d'émissions et de perturbations de l'atmosphère par l'humain. Et on a des prévisions et des projections dans ce cas, en fait. Et le problème, c'est que chaque modèle, chaque GCM, a son propre climat. Donc, en fait, un modèle de GCM, c'est un modèle de météo, de prévision jusqu'à une semaine ou 10 jours en avance, mais on les pousse à même un siècle. Et leur défaut au niveau du fait qu'ils n'ont pas exactement le même climat que le vrai monde, ce n'est pas très grave pour des prévisions météo jusqu'à 10 jours, mais quand il s'agit des décennies, là, ils divergent. Et le problème, c'est que c'est pas seulement qu'ils sont différents du vrai monde, mais ils sont différents entre elles. Et c'est à cause de ça qu'il y a une énorme dispersion des projections. Je reviendrai là-dessus. Donc là, donc notre climat, effectivement, il est là. Et ce que nous, on essaie de faire en prenant des modèles plutôt stochastiques avec des mémoires du passé qui vient effectivement de cet aspect fractal en réalité. Donc, on peut forcer nos prévisions et nos projections de respecter le vrai climat. Pourquoi? Parce qu'on utilise énormément de données du passé, les données historiques. Et là, on fait ça, on fait avec l'aide d'un modèle d'équilibre énergétique. Donc, pour des périodes de mois et d'années et de siècles, c'est énormément les échanges d'énergie entre la Terre et le Soleil, la Terre et l'espace, qui sont responsables des changements. Et justement, le réchauffement, pourquoi il existe? Le réchauffement anthropique, c'est parce que les rayonnements infrarouges, en fait, sont plus piégés quand on augmente les concentrations de dioxyde de carbone. Et donc, il y a plus d'apport d'énergie et on mesure ça par watt. Donc, c'est énergie par unité de temps, une watt, comme vous avez des ampoules 100 watts. En fait, le Soleil,
l'énergie solaire moyenne, c'est 240 watts par mètre carré, si on fait la moyenne sur toute la planète, jour et nuit, etc. Et ce que nous avons fait déjà avec des émissions, c'est à peu près 2,4 watts par mètre carré. Donc, on a augmenté l'apport d'énergie par à peu près 1% par rapport à ce que est apporté par le Soleil dans le passé. Et on peut exploiter ça, c'est le modèle Fractional Energy Balance Equation, enfin Phoebe, et ça permet de faire des prévisions un mois, 2-3 ans. Je n'ai pas le temps de vous en parler ça. Ça s'appelle StockSips. Il y a ce joli site que vous pouvez consulter à l'intérieur du site à McGill. Il y a plein de prévisions et c'est au moins aussi bien que les prévisions mensuelles et saisonnières de Environnement Canada, qui utilisent tout autre système avec des gros modèles. Mais on peut aussi faire des projections jusqu'à l'année 2050 et 2100. Et pourquoi est-ce que ça peut être important? Ça peut être important parce que il y a cette énorme incertitude dont je vous avais parlé. En fait, cette incertitude, ça existe depuis le début. Les premiers modèles, en 1979, l'Académie des sciences américaines ont estimé, si on doublait la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on allait augmenter la température entre 1,5 et 4,5 degrés Celsius. Donc, une fourchette de facteur de 3. Donc, ça exprime le fait qu'il y a énormément, on ne sait pas entre ces. Donc, on va l'augmenter, il n'y a pas question du contraire, mais combien est-ce qu'on va l'augmenter? Le GIEC, donc, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est, en fait, c'est une organisation de l'ONU, les Nations Unies, qui regroupe tous les pays en fait du monde. 193 pays. Eux, dans leur dernier rapport, ils sont sur le point de sortir le 6e rapport, mais le 5e rapport sorti en 2013, exactement la même fourchette. Donc, en 40 ans, maintenant, la fourchette n'a pas été réduite, et ce, pour effectivement ces raisons fondamentaux, c'est que cette diversité de modèles différents persiste. Donc là, on peut parler de il y a 3 scénarios essentiels. Et les scénarios sont quantifiés par le nombre de watts par mètre carré que nous aurons dans l'année 2100. Donc, je viens de vous dire que nous avons déjà eu 2,4 watts par mètre carré de plus que le niveau pré-industriel, dans 1% de puissance solaire, le flux solaire. Donc, 2,6, ça veut dire que là, en fait, dans l'année 2100, on aura à peine plus que ce qu'on a aujourd'hui. 4,5, c'est donc presque le double. 8,5, c'est le scénario qu'on considère business as usual, donc les affaires comme d'habitude, donc on ne fait rien. On a 8,5, donc plus que 3 fois plus qu'aujourd'hui, et ce scénario-là. Mais l'incertitude est tellement grosse que, par exemple, là, je montre ici le résultat pour 2050, l'année 2050. Bon, attends, je vais... OK. Et là, ce que vous voyez, la fourchette qui est indiquée ici, donc ça veut dire qu'il y a 90% de probabilité sur ce scénario que la température dans l'année 2100 va être entre donc 1,1 et mettons 2,4, avec la valeur plus probable ici de 1,7. Et de la même façon, si on a 4,5, c'est ici, et 8,5, c'est là. Et là, vous vous souvenez peut-être qu'en 2010, tous les pays du monde se sont mis d'accord que la limite de 2 degrés Celsius, c'était une limite à ne pas franchir, car étant trop dangereux. Donc, j'ai mis cette limite ici. Et vous pouvez voir que
tous les scénarios, même s'il y a une différence énorme, 2.6, c'est un énorme effort de capture et stockage du carbone. On va couvrir 2 fois la superficie de l'Inde, par exemple, avec du biomasse qu'on va récolter et brûler dans des usines spécialement équipées pour capturer, enlever le CO2, prendre le CO2 et de l'enfouir pendant les millénaires. Donc, un effort colossal. Avec ça, on peut effectivement arriver à ce résultat ici. Et là, par rapport à un résultat où on ne fait rien, sauf de continuer à émettre comme d'habitude, tous les scénarios, on peut dire qu'ils respectent 2 degrés. Mais bien entendu, là, ici, on a à 2.6, on a des bonnes chances d'être en dessous, alors que le 8.5 a des bonnes chances d'être au-dessus. Mais il y a quand même suffisamment de marge que les gouvernements peuvent faire n'importe quoi et de dire que, mais nous respectons toujours cette limite de 2 degrés. Bon, là, je vous montre déjà un premier résultat, là, le rouge. Ça, c'est le modèle Phoebe. Bon, là, c'est une vieille appellation. Donc, c'est ce modèle qui est basé sur les fractales et sur cet équilibre énergétique. Donc là, ça donne un résultat un petit peu différent, mais surtout avec beaucoup moins d'incertitude. Donc là, on voit clairement une différence entre si on a 2.6 ou 8.5, par exemple. Donc là, il y a beaucoup plus d'alignement entre une politique, c'est-à-dire une émission et une énergie de réchauffement, et un résultat, c'est-à-dire une température. Donc, c'est pourquoi c'est important de trouver d'autres modèles, d'autres approches. Donc là, avec ce modèle basé sur l'équilibre énergétique, le Phoebe, on peut déjà faire ce qu'on appelle des rétroprojections. Donc, c'est une façon de tester le modèle. Donc, on a utilisé les mêmes, ce qu'on appelle des reconstructions d'émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, et on fait des aérosols, c'est-à-dire des pollutions particules. On a utilisé les mêmes que 32 modèles du GIEC depuis 1880. Donc, les modèles du GIEC, c'est en gris. Et la moyenne des modèles, c'est la courbe centrale, mais vous voyez une énorme dispersion entre la partie la plus basse et la plus haute. Et ça, c'est le fait que les modèles sont tous différents des uns des autres. 90% de ces 32 modèles sont entre ces limites. C'est ça que ça veut dire. Et la moyenne, c'est la valeur centrale. Bon, avec notre modèle qui est basé sur des considérations totalement différentes et sur des données de température historique et des données, en fait, les mêmes données de CO2 que le GIEC, nous obtenons le bleu. Et le bleu, donc, est beaucoup moins dispersé, donc plus de certitude. Et c'est plus proche des rouges. Et les rouges, c'est des données. Donc, il y a 5 séries avec lesquelles on a essayé d'estimer la vraie température annuelle moyenne de la Terre. Et vous voyez qu'il y a une meilleure accord. Et surtout, cette fenêtre ici, depuis 1998, que ça s'appelle la pause. Alors, vous rappelez peut-être cette jolie panneau publicitaire par nos amis, les amis de la science, qui proclamaient la fin du réchauffement global parce que là, on voit dans le parti rouge, c'est à peu près plat. Donc, vous voyez ça un petit peu mieux ici, c'est un grossissement de ça. Donc, les données en rouge sont presque plats pendant 15 ans. Et vous voyez que les modèles en gris sont un peu plus chauds, trop chauds. Et c'était ça, en fait, c'était une crise parce que les climato-sceptiques disaient « ben, les modèles sont trop chauds, maintenant le réchauffement s'est arrêté naturellement ». Or, évidemment, le réchauffement n'est pas arrêté. C'était juste, effectivement, une pause, rien qu'une pause. Et c'est maintenant revenu au tracé long terme. Et bien, vous voyez que notre modèle en bleu
effectivement, est pas mal plus proche. Donc, pour la partie historique, on était plus proche de la réalité. Et là, quand on voit qu'est-ce qui se passe dans l'avenir, on a ces scénarios-là. Donc, à gauche, il y a le GX5 2013. À droite, on a le GX6 qui n'est pas complètement fini, c'est-à-dire il y a juste la moitié des modèles là-dedans qui sont encore dans le domaine public. Donc, ça va bouger un petit peu d'ici la fin de cette année, mais vous voyez en gris donc les projections pour l'année 2000. Donc, notamment, par exemple, si on veut respecter le seuil de 2 degrés, donc voilà, ça a bougé un petit peu. Le seuil est en fait juste un petit peu plus haut, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais bon, en tout cas, vous pouvez voir que c'est à peu près ça, le seuil, le seuil de 2 degrés. Et donc, si on fait cet effort massif, donc tout ça, c'est le 2,6, donc c'est quand on change pas tellement le niveau de réchauffement par rapport à aujourd'hui, enfin le niveau d'énergie par mètre carré, par seconde. Là, la température va même descendre un petit peu. Et là, on va respecter en moyenne, on va respecter le 2 degrés, mais pas le 1,5 qui a été un souhait en 2015 de la réunion internationale à Paris. Mais là, vous voyez qu'avec notre modèle, on a un résultat qui est complètement à l'intérieur. Donc, les modèles sont totalement d'accord. On ne peut pas souligner suffisamment. Le nôtre, c'est vrai que la moyenne est un petit peu plus basse, pour des raisons que je vais expliquer en quelques instants, mais les 90% de la probabilité de notre modèle, c'est complètement à l'intérieur de 90% de leur modèle. Donc, les deux modèles qui sont totalement différents sont complètement d'accord sur le résultat. Donc, l'un soutient l'autre et inversement. Mais notre approche, comme c'est basé sur le vrai climat et pas le climat du modèle, on a beaucoup moins d'incertitudes. Là, quand on passe à JX6, vous voyez que les modèles qui sont soi-disant améliorés, mais souvent quand on change de modèle, il ne devient pas forcément plus réaliste. Et là, on voit que c'est encore plus chaud à 2100. Donc là, donc il y a même dans le journal de Guardian hier, il y avait un article là-dessus sur le fait que les gens le public quand même commence à se rendre compte que les nouveaux projections sont un peu plus chauds, même en fait nettement plus chauds que ceux du passé. Et en fait, finalement, selon notre analyse, en réalité, c'est parce qu'ils ne traitent pas de la même façon les aérosols. Donc là, je ne peux pas parler beaucoup de ça, mais les aérosols, c'est les particules. C'est la fumée émise, par exemple, dans les usines. Et c'est des particules qui vont avoir une rétrodiffusion de lumière vers l'espace. Et donc, ça va refroidir la planète. C'est le contraire des gaz à effet de serre. Donc, mais c'est très, très mal comprise, leur effet quantitativement. Et il y a de plus en plus de littérature, d'ailleurs, et nous, effectivement, on le soutient, qu'on a surestimé l'effet des aérosols dans le passé. Donc, si dans le 20e siècle, on a dit qu'il y avait plus de refroidissement d'aérosols qu'il y avait réellement, c'est-à-dire qu'en fait, dans le 20e siècle, il y avait plus d'énergie par unité de temps apportée par les effets anthropiques que ce qu'on croyait. À ce moment-là, l'augmentation qu'on a réellement observée représentait une plus faible sensibilité du climat aux effets anthropiques. Donc, en fait, nous croyons que c'est ça la différence. La raison que nous, on a à peu près 10 à 15% de moins de réchauffement que leur modèle, même si on est complètement d'accord. Là,
On est plus ou moins d'accord avec le GX6, mais vers le plus bas. Donc, nous pensons que le GX6 fait l'erreur dans le sens d'être trop chaud. Mais bon. Là, par contre, si on continue business as usual, scénario du moindre effort, dans les deux cas, GX5, GX6, c'est catastrophique. En fait, dans ce scénario-là, le GX6 est un petit peu plus faible que le GX5 et dans les deux cas, notre résultat n'est pas très différent. Donc, on va cuire, effectivement, on va avoir au moins 3,5, 3,5-4 degrés de réchauffement dans les 2100 si ça continue comme ça. Donc là, oui, ça c'est, bon, je vais peut-être sauter. Ça c'est un scénario intermédiaire qui est peut-être plus réaliste, 4,5, qui montre que là, bon, du fait que notre modèle est un petit peu moins chaud, la date auquel on va dépasser le seuil de 1,5 est repoussée un peu, peut-être de 15 ans, mais on risque de le dépasser bientôt quand même. Bon. OK. Donc là, juste pour terminer, nous pouvons faire aussi des projections globales. Donc là, le GIEC, là, c'est si on double le CO2, c'est le nombre de degrés d'échauffement. On peut comparer, on peut regarder la différence entre les gros modèles. Donc ça, c'est le GIEC5 et puis notre modèle énergétique. Et on peut constater qu'effectivement, sur une bonne partie, 39% de la planète, il y a une différence de projection significative entre les deux modèles. Donc, et nous, notre modèle, c'est effectivement basé sur le passé réel, c'est des données réelles, donc c'est surtout, en fait, c'est juste ça qu'on extrapole, en fait, dans l'avenir. Et donc ça, c'est les zones de différence existentielle. Et on peut voir, il y a des zones à l'ouest, quand c'est bleu, la différence est plus grande, donc ça veut dire que là, les modèles classiques des GCMs donne trop de réchauffement. Et par contre, la bonne nouvelle pour les Québécois, c'est qu'il va être, si on double le CO2, on va avoir peut-être 1 degré ou 1,5 degré de moins de réchauffement que prévu. On va quand même cuire, mais un peu moins que selon les modèles classiques. Donc, pour conclure, donc là, il y a mes points les plus importants, c'est peut-être inutile de les répéter. C'est peut-être plus intéressant. Bon, si vous voulez tout ça avec un peu plus de détails, plus ou moins sans équations mathématiques et expliquées, j'espère, pour les personnes ayant un peu de bagage ou de faire une petite connaissance scientifique, mais pas du tout spécialiste. Il y a mon livre qui est sorti depuis 1 an. Et peut-être là, juste pour vous laisser sur la politique actuelle de tout ça, je n'ai pas trouvé mieux que ça, mais c'est vrai que ça fait penser à ça. Donc là, je laisse à Michel reprendre le contrôle et je suis à votre disposition si vous avez des questions ou autre. Donc, merci. Donc, Michel, vous pouvez prendre le contrôle. Oui, j'ai repris le contrôle. Fait que, merci beaucoup pour la conférence. Merci pour tout. Fait que, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, je vais donner la... OK. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser les questions. Ben, je vais en poser une dans ce cas-là tout de suite. Vous avez parlé de Nordhaus qui mentionnait qu'on pouvait augmenter la quantité de CO2 jusqu'à 900 ppm. À 900 ppm, est-ce que ça peut avoir des effets sur notre santé globale, dans le sens que est-ce qu'on peut avoir plus de difficultés à respirer ou avoir un peu plus de problèmes pulmonaires? Bon, ben là, le 900, c'est plus ou moins
c'est plus ou moins... Ben, une façon de voir le 900, vous voyez... non, il faut que je partage mon écran, je pense. Hein. On est déjà... vous Ah, avez vous déjà êtes sur mon partagé écran? l'écran? Oui. OK. Donc là, on est plus ou moins ici. Parce que 900, c'est plus ou moins un triplement. En fait, ça va être, non, ça va être un peu moins fort que 8,5 quand même. Ça va être peut-être plus, ben, bon, pas très loin de ça. Est-ce que, dans là, pour les conséquences, ah oui, c'est ça. Bon, ça c'est un petit peu daté, mais probablement on va être environ ici vers 4 degrés en fait avec 900. Et donc avec 4 degrés, bon, il y a toutes ces conséquences. Il faut dire qu'une des conséquences qui est sûre et certaine, c'est la fonte des calottes de glace polaire, enfin Groenland et Antarctique. Et ça va être graduel, dépendant effectivement l'intensité de réchauffement. Mais là, on va voir donc une augmentation du niveau de la mer, là, qui est déjà d'ailleurs détectée. Donc, il y a déjà il y a déjà des inondations côtières. Il y a il y a une série de problèmes d'inondation directement liés à ça qui sont relativement faciles à prévoir. Là, les conséquences des pandémies et tout, bon, effectivement, on est peut-être déjà en train de les voir. Mais comme je vous avais dit, c'est assez complexe. Il n'y a pas que le climat qui est en train d'être détruit, il y a l'environnement de façon plus générale. Bon, il y a effectivement cette question d'extinction. Nous sommes dans ce qu'ils appellent la 6e extinction. Il y a les taux d'extinction qui sont entre 100 et 1000 fois plus que naturels, notamment, par exemple, les mammifères, je pense que c'est dans les 800, taux d'extinction sont 800 fois plus qu'auparavant. Bon. Il y a aussi ce qu'ils appellent des points de bascule. Et ça, c'est des problèmes, c'est des problèmes non linéaires. C'est par exemple, là, si on réchauffe trop bon, en fait, c'est la tourbe des zones, il y a la tourbe congelée dans les différentes zones nordiques. Et si ça dégèle, ça veut dégager énormément de CO2. Et donc, le CO2 va augmenter la vitesse de réchauffement. Donc, ça peut être comme une rétroaction très rapide. Et là, ce qu'on appelle les points de bascule, c'est des changements qui sont irréversibles. Donc, quand on commence à rentrer là-dedans, c'est pas seulement si on revient à nos émissions d'auparavant ou on élimine des émissions, l'effet va demeurer. Alors, Nordhaus, en fait, il a démarré sa carrière de façon assez incroyable. En 1992, il avait publié un article dans la revue Science dans lequel il a argumenté que le changement climatique ne peut pas être très important du point de vue économique avec un raisonnement très simple. Il a dit, bon, voilà, aux États-Unis, il a dit, voilà, l'aspect le plus sensible au changement climatique, c'est l'agriculture. Aux États-Unis, 3% de l'économie, c'est l'agriculture. Admettons que le changement climatique est tellement grave que l'agriculture chute de moitié, ça ne représenterait que 1,5% du produit brut intérieur. Donc, c'est équivalent à même pas 1 an de croissance économique. Donc, finalement, on s'en fout de changement climatique. Et cet argument tellement génial a été repris par un prix Nobel, Schelling, en 1997. Et c'est juste que si on va un tout petit peu plus loin, on dit, mais oui, mais M. Nordhaus, mais mettons que c'était un peu pire que la moitié, mettons que
il y avait 100% de l'agriculture qui devient impossible. Est-ce que ça fait seulement 3% de réduction du PIB? C'est un raisonnement tellement ridicule que c'est invraisemblable. Mais depuis, Nordhaus est revenu sur ça. Il a fait une carrière en économie écologique et climatique. Et maintenant, et dans ses livres, il y a un livre de 2012, Casino du climat, où il dit oui, le problème du climat est important, mais ce n'est pas très difficile du point de vue économique d'appréhender ce problème. Donc, et c'est pourquoi il a eu le prix Nobel d'économie, parce qu'on considère que c'est un génie de l'économie de l'environnement et du climat, alors que finalement, c'est, bon, de mon point de vue, c'est complètement misérable. Mais c'est les économistes qui, évidemment, ont l'oreille des gouvernements. Les gouvernements suivent les modèles économiques et non pas les modèles météo et climat. Et bon, j'ai un collègue, juste pour la petite anecdote, et j'arrête là, j'ai un collègue, Chris Reagan, qui est un des conseillers officiels d'ailleurs de Justin Trudeau, là, c'est un prof du département d'économie à McGill. Et lui, c'est l'architecte, en fait, son groupe, c'est l'architecte du politique du taxe sur le carbone, là, le marché du carbone actuel, qui est extrêmement complexe et pour des raisons, bon, à cause de Reagan, mais c'est basé, tout ça, c'est basé sur son génial modèle économique. Et ce génial modèle économique, j'ai entendu Reagan lui-même le présenter, c'est qu'il dit, bon, voilà, si on suit cette super politique de tarification du carbone, entre 2010 et 2020, l'économie va gagner 3% de PIB. Alors, c'est hallucinant parce que dans un an, en 2008, le PIB mondial a perdu 3%. Mais évidemment, ça, ce n'est pas dans le modèle. Il fait des modèles comme ça sans aucune incertitude. Si moi, en tant que climatologue, j'ai présenté ça, les gens, ils rigoleront. Ils diront, mais quelles sont vos limites d'incertitude? Combien de confiance peut-on avoir dans vos résultats? Et évidemment, Reagan, dans son modèle, il n'y avait pas la pandémie. Et donc là, une fois de plus, il va complètement à côté de la plaque, mais grâce à lui, nous avons un système de tarification du carbone qui fait qu'effectivement, il y a des exceptions très importantes pour la tarification des très grosses compagnies, parce qu'il faudrait bien qu'ils ne perdent pas leur concurrentialité, leur compétitivité. Donc, au lieu d'avoir quelque chose qui est transparent pour tout le monde, nous avons un système complètement opaque, basé sur un modèle auquel les économistes ont une entière confiance, mais en réalité qui ne vaut rien. Mais voilà, c'est ça, mais on n'écoute pas les climatologues, on écoute les économistes. Bon, j'arrête, excusez-moi. On a deux autres questions ici par Daniel Fortier et Jean-Sébastien Bourret. Est-ce que vous voulez fermer votre share screen pour qu'on ait un peu plus… Pardon. Puis Daniel, si vous voulez poser votre question. Oui, c'est ça. En fait, il y a un point qui m'a traversé l'esprit aussi, puis je pose ma question tout de suite après avec ce qu'on vient de dire. Si, par exemple, l'agriculture américaine s'effondre, on perd 3% de l'économie américaine peut-être, mais qu'est-ce qu'on va manger ensuite? Puis, en fait, ce que je voulais demander, c'était, c'est ça, est-ce que vos modèles tiennent compte du risque d'emballement, là, justement, qu'à un moment donné, avec les points de bascule, la forme du pergélisol, on perd complètement le contrôle. Je disais récemment, apparemment, on aurait déjà franchi 9 des 15 points de bascule connus avec la fonte des glaciers en Arctique, bon, etc. On met en garde qu'il pourrait même y avoir des effets d'interaction entre ces points de bascule qui accéléreraient encore davantage le tout. Est-ce que tout ça est inclus dans les modèles ou est-ce que de ce point de vue-là, on pourrait dire que les modèles sont les scénarios les plus optimistes parce que ces risques de bascule ne sont pas inclus? Voilà ma question. Excellente question. Et la réponse est non, ils ne sont pas dedans. Et
en fait, les gros modèles, en principe, ils sont non linéaires, ils seraient capables. Ça, c'est les phénomènes non linéaires dont vous parlez là. Donc, il y a rétroaction importante. Mais les modèles avec les scénarios donnés sont presque parfaitement linéaires. Donc, nous avons également un modèle linéaire et j'ai passé toute ma carrière en géophysique non linéaire, j'ai presque honte de l'admettre. Il y a des aspects qui ne sont pas du tout classiques dans le modèle, les fractales, l'angle mémoire, il y a différentes choses, mais c'est linéaire et effectivement, il existe des possibilités tout à fait probables. On ne peut pas mettre des chiffres sur ces probabilités en réalité, c'est ça le problème. Mais c'est tout à fait possible qu'il y ait des points de bascule. C'est tout à fait possible qu'on a déjà dépassé quelques-uns. C'est tout à fait possible qu'il y ait des rétroactions entre elles, etc., etc. C'est qu'il n'y a aucun modèle qui existe à l'heure actuelle auquel on peut avoir confiance pour dire oui, on a dépassé, non. C'est l'inconnu. Donc, mais effectivement, ça fait peur et c'est important de savoir qu'on peut être complètement à côté de la plaque s'il y a quelque chose qui... Bon, mais pour l'instant, les modèles prévoient relativement bien qu'est-ce qui s'est passé depuis un siècle, mais ça fait 1% de changement au niveau énergie par unité d'air par seconde. Donc, pas très important, mais bon, important quand même pour nous. Et là, si ça augmente pas mal plus, ça va avoir des conséquences. Ouais. Il y avait une autre question de M. Jean-Sébastien Bourret. Allez-y. Oups, on n'entend pas. Pourtant, le micro est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. OK, parfait. Alors, deux choses. Mais oui, par rapport aux prédictions de Nordhaus, j'imagine que quand il a fait ses prédictions là, sur le 3 c'est comme s'il se disait que le changement climatique, c'est comme s'il avait regardé si ça affectait que les États-Unis, puis que tout le reste de la planète fonctionnait comme d'habitude. Donc, dans ce cas-là, il pouvait arriver avec ses conclusions absurdes en disant ben, notre économie diminue, mais c'est comme s'ils achetaient simplement leur production alimentaire ailleurs. Mais le changement climatique, c'est bien connu que ça va être sur toute la planète. Donc, c'est là qu'est l'absurdité. C'est comme s'il avait oublié que tous les pays allaient être atteints. C'est mon impression, là. Parce qu'évidemment, il sait que l'agriculture, c'est vivrier. Là, donc, je pense pas qu'il a oublié que en tout cas, peut-être qu'il l'a oublié. Je ne suis pas dans sa tête. Mais par rapport à la question du pergélisol, moi, j'ai discuté avec des personnes, d'autres climatologues, qui m'ont dit que oui, le pergélisol, c'était quand même un enjeu important. Oui, il pouvait y avoir des points de bascule, tout ce que vous disiez tantôt là, sur le méthane qui est pris dans le sol, dans le fond, et qui va sortir de façon, c'est pas d'un coup. Moi, au début, je pensais, rendu à telle température, tout le pergélisol sort et là, le méthane s'envole. Mais c'est pas comme ça qu'on me l'a expliqué. On m'a dit que c'était des bulles de méthane, que c'était très progressif et que des effets d'emballement ne seraient pas avant 2100. On m'a dit d'ici 2100, on n'avait pas de raison de s'inquiéter, en tout cas selon les modèles qu'eux utilisaient. Mais il fallait quand même s'en occuper. Mais on m'a dit que c'était du plus long terme, c'était, mettons, dans 100 ans, 150 ans, 200 ans. Évidemment, ça dépend de comment on se comporte, là, mais ça avait l'air de ne pas les inquiéter. En tout cas, ça dépend à qui on parle. J'ai entendu d'autres modèles, mais je ne sais pas, c'est pas ma spécialisation, mais j'ai entendu d'autres qui étaient beaucoup plus alarmistes, mais je pense que le problème, c'est que je ne crois pas qu'on va être vraiment convaincu qu'il y avait un point de bascule avant que c'est vraiment commencé et puis on est vraiment dedans et il n'y a plus de discussion possible. Je crois que, malheureusement, ça va être ça, là. Tu sais, je ne sais pas si c'est comme la pandémie, là, que tout le monde savait que ça allait venir, mais tant que ce n'est pas venu, on faisait comme si ce n'était pas là, mais tous les scientifiques savaient qu'il y aurait quelque chose tôt ou tard. Bon, je ne sais pas, mais bon.
mais vous rejoignez ce que me dit la climatologue à qui j'ai parlé. Elle me dit qu'au moment où le niveau d'incertitude serait près de zéro, qu'il n'y aurait plus d'incertitude, ben, il serait aussi trop tard pour agir. Là-dessus, vos propos se rejoignent parce que les gouvernements, en tout cas, ce qu'elle m'expliquait, c'est que les gouvernements n'aiment pas l'incertitude, ils aiment de la certitude, mais dans ce cas-ci, au moment où ça va être 100%, bon, en tout cas, je me répète, là, mais quand il n'y aura plus d'incertitude, il n'y aura plus de possibilité d'agir non plus. En tout cas, ça veut dire qu'on va être fait à l'os à ce moment-là. Mieux vaut ne pas attendre de ne plus avoir d'incertitude. En attendant, ils croient les économistes qui ont des modèles plus ou moins bidons, qui n'ont aucune incertitude. Ils les croient, ces modèles-là, ils aiment ça. Ils pensent que c'est bien de ne pas avoir d'incertitude. Et en réalité, c'est effectivement un manque de rigueur et tout ça. Bon. Peut-être juste un petit commentaire bref pour ce qui est des gouvernements, puis là, j'inclurais par extension les journalistes, la population en général. Le problème de fond, c'est peut-être des lacunes dans l'éducation scientifique. Il y a un manque de compréhension de la démarche scientifique, de la pensée rationnelle, de la notion d'incertitude. Donc, comme on dit, s'il n'y a pas d'incertitude, ça donne l'illusion que le modèle est parfait. Ben non, en fait, c'est qu'on n'a pas évalué l'incertitude. Et donc, ces lacunes éducatives par rapport à l'enseignement de la pensée scientifique, pas seulement des contenus, mais de la façon de penser scientifiquement, fait en sorte que les gens, les gouvernements, les médias ont de la difficulté à saisir les véritables enjeux, la véritable problématique. Et bien, forcément, tout le monde prend des décisions en fonction de ce que tout le monde sait et comprend. Donc, si les gens ne comprennent pas vraiment l'enjeu, ils n'ont pas la possibilité de prendre les décisions appropriées aussi. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, ben, on va remercier M. Lovejoy pour sa conférence. Merci beaucoup. C'était très apprécié. Et oui, on va le dire comme ça. Vous êtes bienvenu de me contacter par mon courriel ou